Donc on va avoir cette deuxième session sur la cybersécurité. Et là, on va s'intéresser aux dépendances, qu'on a mentionné plusieurs fois hier, aujourd'hui. Et quels sont les outils open source qui peuvent servir justement à cette SCA, Software Composition Analysis. Et on a pour ça Dimitri Kokonis, mon collègue à Adacor, ingénieur qualité logicielle. Donc, merci. Donc, aujourd'hui, on parlait de Software Composition Analysis. Donc, on est tous plus ou moins dans ce cas-là. Donc, on a quelque part une dépendance open source qui est maintenue peut-être par une personne. Enfin, c'est pas clair si les vulnérabilités, par exemple, de cette dépendance sont bien connues ou si elles sont remontées à nous ou à toutes les personnes qui utilisent ce logiciel-là. Donc, en fait, c'est notre responsabilité de savoir quelles sont les failles de sécurité potentielles dans ce logiciel-là. Et au-delà de ça, même, quelles sont les dépendances de nos dépendances. Donc, on va parler de SCA. Qu'est-ce que c'est que le SCA? C'est tout simplement deux choses. Donc, d'abord, c'est une analyse structurelle du logiciel. C'est de savoir concrètement quelle est la chaîne complète de dépendance qu'on utilise. Qui fournit ces dépendances-là, quelles sont les licences, est-ce que les licences sont compatibles entre elles et avec la licence du produit principal qu'on est en train de construire. Donc pour ça, le standard de l'industrie, c'est plutôt le format SPDX. Donc voilà. Et puis, on a aussi le côté vulnérabilité, où là, on a un rapport plutôt simple avec des CVE, donc des vulnérabilités publiées sur plusieurs bases bien connues. Et là, de façon similaire, on cherche à regrouper en fait toutes les vulnérabilités des dépendances et des dépendances de nos dépendances jusqu'aux feuilles de la chaîne. Donc, chez Adacor, on est dans un cas un peu particulier où on n'a pas vraiment une seule tech stack, on en a plusieurs et elles sont assez différentes. Donc, par exemple, cette partie-là, Python, JavaScript, tout ce qui a un package manager, c'est plutôt facile à gérer parce qu'on a quand même une liste de dépendances. Par contre, pour des projets en C, par exemple, avec un makefile, là, c'est plus compliqué. On ne sait plus trop quelles sont les sources, est-ce qu'on a un fork de quelque chose ou on ne sait pas trop dans quel cas on est. Chez nous, par exemple, comme notre compilateur rentre dans GCC, on a un fork de GCC sur lequel on peut appliquer des patchs. Donc, c'est plus vraiment une dépendance séparée à laquelle on ne touche pas. Ça devient un vrai fork, on le change, donc il faut qu'on soit capable de détecter quels sont les problèmes potentiels ou les licences ou toutes ces informations-là dans ces forks-là. Donc voilà, ce n'est pas un problème facile à résoudre à cette échelle-là. Donc on ne veut pas réinventer la roue, donc on cherche à prendre une solution qui est déjà faite. Et il y en a plusieurs dans le marché, mais la plupart sont closed source et sont assez chers. Mais peut-être que ça vaut le coup parce que, comme j'ai dit, c'est très très dur de supporter tout ça à cette échelle-là. Donc, quels sont les avantages? C'est qu'en closed source, on n'a pas de maintenance à faire. Idéalement, c'est juste plug and play, on appuie sur un bouton et puis les rapports sont générés. Aussi, un gros avantage, c'est qu'on ne dépend plus des bases de données de vulnérabilité publiques qui sont très souvent en retard par rapport aux publications de vulnérabilité. Mais on peut avoir aussi des experts de sécurité qui travaillent dans ces entreprises-là, qui ont leur propre base de données, qui sont en avance de phase par rapport au reste du marché, et qui peuvent du coup nous aider à détecter déjà plus de vulnérabilités et plus rapidement dans nos logiciels. Il y en a même qui ont du support pour C et C++, donc c'est surtout du snippet recognition et du binary signature recognition. Donc le snippet recognition, en gros, c'est chercher des bouts de code similaires dans des projets open source bien connus. Et la signature des binaires, c'est tout simplement un hash d'un binaire. Et utiliser ça pour chercher dans une base de données interne avec beaucoup de binaires bien connus. Donc, et il y en a même qui font de la dependency tree discovery, donc qui découvrent la chaîne complète des dépendances. Ça, chez nous, c'est pas vraiment intéressant parce qu'on le fait déjà. On a cette information-là chez nous, donc c'est pas vraiment un avantage pour nous en particulier. Donc, quels sont les inconvénients? En pratique, le support C et C++ est marginal. Il ne marche pas très très bien. On a énormément de faux positifs. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec GCC,
ça pose le problème suivant. Nous, on n'a pas vraiment de snippets. Enfin, très souvent, on a des snippets qui ne sont pas vraiment dans GCC, comme on a impliqué des patchs par-dessus. Et évidemment, pour les binaires, comme on les change, c'est sûr que les binaires vont être différents. Donc, on peut avoir un binaire de GCC qui est identique à 99% à celui de GCC upstream, mais cette méthode de hash sur la signature du binaire ne va pas le détecter. Donc, on ne va pas savoir quelle version de GCC on a exactement, ou quelle licence est associée avec cette version, etc. Aussi, un autre inconvénient, c'est que les outils sont faits un peu comme des boîtes noires, donc ce n'est pas facile de les intégrer dans nos systèmes de CRM, nos systèmes de tickets, de traçabilité. Et ça, c'est très embêtant, parce que si nous, par exemple, on a une base ou un système pour gérer tous nos tickets d'un côté, et il faut maintenir une autre base d'un autre côté, juste pour le projet SCA, ça devient trop compliqué à gérer. Donc, c'est pas idéal. Donc il y a bien de la traçabilité, mais c'est juste que très souvent, c'est chez l'entreprise qui fournit l'outil, avec leur propre UI, leur propre accès, et du coup, c'est pas évident de mettre ça en place pour tout le monde, chez nous, par exemple. Aussi, ils se concentrent nettement sur le modèle qu'ils appellent Shift Left. Donc, c'est l'idée de trouver les vulnérabilités, par exemple, au plus tôt. Donc, idéalement, les trouver au niveau du développement. Donc, carrément, dire aux développeurs, fais pas import machin en Python parce que ce paquet est vulnérable. C'est très cool, mais c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche à faire une analyse a posteriori de ce qu'on a publié sur une release, par exemple, ou ce qu'on va publier. Donc, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Et si les produits sont construits autour de ça, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Aussi, ils sont pas vraiment open source friendly. Donc, on a bien rigolé quand on a interviewé une des entreprises qu'on a interviewées parce que leur outil, en fait, marquait tout logiciel qui avait une licence GPL comme étant high risk. Donc, pour nous, c'est très marrant parce que, littéralement, tous nos produits sont en GPL. Donc, si tous nos produits, par défaut, sont high risk, ça va pas trop marcher pour nous. Et aussi, ils sont très, très chers. Donc, ça, c'est un truc à prendre en compte, quand même. On veut bien payer pour une boîte noire qui fait tout, mais c'est quand même assez cher, donc il faut le prendre en compte. Donc, qu'est-ce qu'on a évalué? On a évalué 3 outils open source, donc Black Duck, White Source et Cynic Open Source. Et on a évalué également 3 outils open source, donc Scan Code Toolkit, Vulnerable Code et Dependency Check. Donc, au final, on a choisi Scan Code et Vulnerable Code. Ce sont des outils construits par NextB, une entreprise qui se spécialise dans le SCA. Ils sont écrits en Python, ce qui est très bien pour nous. On maîtrise bien Python, donc c'est bien. ScanCode, on l'utilise pour la génération de SBOM, donc de rapports de structure logicielle et de licences. Et Vulnerable Code, on l'utilise pour les CVE, pour les vulnérabilités. Quels sont les avantages? Comme c'est des outils open source, on peut rentrer à n'importe quel moment dans la chaîne de processing et faire tout ce qu'on veut. On peut filtrer, on peut changer tout ce qu'on veut. On a accès à tout l'API et même le code source, donc on peut carrément changer la façon dont ils implémentent la traçabilité. Si on veut des logs à un endroit particulier, on peut les avoir. Si on veut tracer une action, par exemple, si quelqu'un chez nous change la licence d'un projet, ça peut être traqué parce qu'on a accès à toute l'API. Donc c'est vachement pratique pour nous. Évidemment, comme c'est comme c'est des projets sur GitHub, si on trouve des problèmes, on peut juste ouvrir des pairs et corriger ces problèmes-là. Et comme ça, on contribue aussi à la communauté. Ça reste pas juste chez nous, ça reste pas chez une entreprise privée, un truc fermé. Donc ça, c'est toujours sympa. Et pour Vulnerable Code, le truc qui est très intéressant, c'est qu'ils vont agréger les données de CVE de plusieurs sources différentes, donc de NVD, de Red Hat, d'Ubuntu, de plein de sources différentes, et ils vont les mettre sous le même format. Donc les CVE, le problème, c'est que chacun fait un peu à sa sauce, chacun fait comme il veut, et c'est pas vraiment simple, c'est pas pratique de développer 100 000 parseurs d'API différents pour gérer toutes les bases de données de vulnérabilité qui existent. Donc si on a quelqu'un qui fait ça pour nous, ça c'est très très pratique. Nous, on a juste à query leur base de données et on a tous les CVE. Donc comme j'ai dit, la stack c'est juste du Python, donc c'est très très pratique pour nous. Et aussi, on ne paye pas une énorme somme au début pour commencer à utiliser cet outil-là, ce qui est très intéressant.
Les inconvénients, c'est que les outils sont relativement jeunes, donc évidemment, ils sont un peu instables, mais ça, c'est normal. Et par contre, on voit qu'il y a toujours du développement et ils ne sont pas négligés. On voit toujours qu'il y a des PR, des issues, donc ça évolue. Il pourrait être un peu plus optimisé, surtout sur la partie CVE. C'est vrai qu'on gaspille quand même énormément de temps à charger des vulnérabilités depuis les bases de données. Et comme ça, c'est quelque chose qu'on se retrouve à faire régulièrement parce que c'est le principe, il faudrait que ça soit un peu plus optimisé. Et puis, bon, il y a évidemment un coût de maintenance. Donc, c'est pas non plus plug and play. Mais bon, on a vu que comme avec les solutions closed source, il y avait aussi un coût de maintenance, comme il y avait énormément de faux positifs, au final, ça revient à la même chose plus ou moins. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ces solutions-là. Donc, l'architecture, ça ressemble plus ou moins à ça. Donc, les boîtes vertes, c'est les outils qu'on utilise. Les boîtes oranges, c'est les trucs qu'on a chez nous. Et les boîtes violettes, c'est les résultats. Donc, en gros, on a une sorte de feedback loop entre nos connaissances de version, de licence, etc. internes sur nos logiciels et nos dépendances et scan code, qui permet de générer du coup des rapports SBOM. Et puis, avec juste le nom en fait d'un produit ou d'un paquet de logiciels et son numéro de version, on peut query vulnerable code et on a une liste de CVE directement qu'on peut mettre dans un rapport de vulnérabilité. Donc c'est vraiment assez simple à mettre en place au final. Donc la conclusion pour moi, c'est que les projets open source comprennent mieux l'open source tout simplement. On voit clairement que au lieu d'essayer de faire une boîte noire ou quelque chose qui est vraiment axé sur une technologie ou un style de technologie, là on a quelque chose qui est vachement ouvert, qui permet d'attaquer n'importe quel stack. En fait, c'est vraiment agnostique par rapport à la stack. Donc c'est très très sympa pour nous parce qu'on sait qu'on est toujours en train de rajouter de nouvelles technos à nos produits. Du coup, on ne sait jamais si on prend un produit qui supporte juste X technologie, bah, on peut se retrouver avec un truc qui ne marche pas. Donc aussi, l'autre problème, c'est que les outils closed source, ils font beaucoup de suppositions sur le problème, en fait. Sur, comme j'ai dit, quelles licences sont dangereuses, quelles licences sont incompatibles entre elles, quels logiciels sont susceptibles à être vulnérables ou pas. Ça, au final, comme on est dans un cas un peu spécial, très souvent, c'est vraiment, on se retrouve à côté de la plaque parce que ces suppositions-là ne sont pas vraiment valables pour nous. Aussi, comme j'ai dit, du coup, c'est très sympa d'avoir quelque chose de flexible qui nous permet de le customiser comme on veut, de l'intégrer dans notre pipeline de build, dans notre système de traçabilité comme on veut. Et si ça change un jour, on peut le changer et ça continuera à marcher. Et du coup, aussi, les solutions closed source, au final, se concentrent beaucoup sur les technologies simples qui ont des package managers. Et ça, c'est vraiment un problème qui est un peu trivial à résoudre. Si on a une liste de paquets et on peut query les noms enfin, on a une base de CVE correspondante, c'est très simple. Tout le monde peut écrire une API pour ça. Mais le problème intéressant, c'est plutôt les projets ADA, C++, Rust, où là, on n'a pas vraiment toutes ces informations-là, forcément. Et puis, comme je dis, ils se concentrent sur le modèle shift-left, qui ne nous intéresse pas vraiment. Nous, on cherche vraiment à faire une analyse a posteriori et à générer des rapports pour les clients finaux directement. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez des questions... Donc on a le temps pour des questions. On va prendre les micros. Comme ça, en ligne. Soit approchez-vous du micro, soit prenez-les. Alors, merci pour cette présentation. J'avais deux questions. Une, je vais un petit peu prêcher pour ma paroisse. Donc, on a un outil open source qui s'appelle Eclipse Steady. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Non. Bon, bref, pour info. Et j'ai une deuxième question qui est liée au supply chain attack. Donc, le cas où, par exemple, on a de vieilles librairies où d'un coup, elles sont mises à jour, mais par des personnes, disons, qui veulent injecter du code malicieux et qui, forcément, ne vont pas être identifiées en tant que vulnérabilité parce que c'est une contribution classique. Est-ce que vous vous intéressez à ce genre d'attaque et ce genre de risque, justement,
dans votre outil? Alors oui, c'est dommage parce que c'est pas vraiment l'outil qui va faire ça par contre. Donc en fait, notre système de build est fait de telle façon que chaque nouvelle dépendance, chaque nouveau third party en fait passe d'abord par un processus d'évaluation avant d'être utilisé. Donc en fait, on fait jamais juste des pools aveugles sur des liens. Donc on va investiguer en fait du code source à chaque fois qu'on l'intègre dans le produit. Donc ce check est fait à ce moment-là. On n'a pas cherché à les faire avec les outils, peut-être que c'est possible, mais comme nous on le fait déjà, ça ne rentre pas là-dedans. Bonjour. Je voudrais faire un commentaire et puis vous poser une question. Mon premier commentaire est par rapport à l'utilisation des outils closed source. Moi, j'étais architecte chez Intel de plusieurs distributions Linux. On avait des outils closed source qui nous étaient imposés, qui changeaient. C'est des outils qui travaillent très bien avec le code open source. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est des outils qui font en effet des analyses de violation de licence, ce qui est un point important. Ce n'est pas directement lié à la cybersécurité, mais c'est quand même un phénomène très intéressant à avoir dans son projet, la connaissance des violations de licence. Mais ce qui m'étonne le plus, et là j'arrive à ma question, c'est votre analyse. Donc nous, on nous imposait au niveau sécurité, pour toute communication que l'on faisait à l'extérieur, d'avoir une validation du code qui était écrit. En tant qu'architecte, où je gérais en fait quand même des relativement grosses équipes pour faire des distributions, il me paraît complètement irréaliste de vouloir faire des corrections de cybersécurité après coup. C'est-à-dire que si on ne met pas le contrôle sur les développeurs, quand vous avez 500 ou 600 développeurs, vous n'avez aucune chance de rattraper le coup. Aucune. Et j'aimerais bien avoir votre position là-dessus, parce que ça, je dois dire, ça me dépasse un petit peu comme modèle. Donc je suis tout à fait d'accord. Mais alors là, ce n'est pas vraiment le but. On ne cherche pas à corriger. On cherche à... on veut que nos clients soient au courant par rapport au CVE qu'ils peuvent avoir dans tel ou tel outil. De toute façon, dans beaucoup d'outils ou dans beaucoup de dépendances qu'on va publier, comme GCC par exemple, on ne contrôle pas les CVE. On ne peut pas forcément corriger un CVE dans GCC parce qu'on l'a trouvé nous. Mais en fait, on a une procédure pour ça, mais elle ne rentre pas en fait, dans le schéma de SCA. SCA, pour nous, c'est plus la due diligence par rapport aux clients et par rapport aux CVE qui sont déjà là, ou par rapport aux licences surtout et à la structure du projet qui est déjà là. Mais on cherche évidemment pas à remplacer cette étape-là dont vous avez parlé. Je voudrais juste rajouter que c'est aussi intéressant de savoir quelles sont les CVE nouvelles par rapport à des produits passés. Et ça, c'est pas le développement en cours, c'est sur des produits déjà sortis il y a 5-10 ans. Peut-être une dernière question. Dernier appel. Je suis le mainteneur de ScanCode et Vulnerable Code, donc je voulais juste vous remercier et très honoré que ça soit présenté. Oui, c'est tout. Merci beaucoup. On recommence à l'atelier. Merci.